AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour une philanthropie à la française, c'est de cela que nous allons parler dans un instant avec vos deux invités, Naïma Moutchou, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et Wilfried Menet, avocat spécialisé en droit des fondations et des associations. Thématique majeure, Muriel. Oui, on va parler de générosité. La générosité est un des gestes les plus anciens de l'humanité et sa place au sein de la société française n'a jamais été aussi importante et centrale. En 20 ans, le mécénat est devenu une des principales sources de financement de l'intérêt général et le support du développement et de la diversification d'actions innovantes dans la réduction des inégalités, de la santé, la protection de l'environnement, la promotion de la recherche scientifique, l'éducation, la culture, l'humanitaire, l'insertion, pour ne citer que cela. 22 millions de bénévoles engagés dans des actions associatives, plus de 5 millions de Français qui donnent chaque année et qui agissent chaque semaine, plus de 8 milliards d'euros de dons collectés, 59% en provenance des particuliers et 41% en provenance des entreprises, 1,5 million d'associations en activité, plus de 2500 fondations, 1700 fonds de dotation et 2 millions de salariés. La France possède une longue tradition de générosité. Une des premières formes de philanthropie en France remonte au Moyen-Âge, avec la création des institutions caritatives et religieuses chargées d'assister les malades, les pauvres, les nécessiteux. Au XVIIIe siècle, pendant la période des Lumières, les intellectuels, les penseurs, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ont plaidé en faveur de l'amélioration des conditions sociales et de riches philanthropes ont commencé à soutenir des projets éducatifs, scientifiques et culturels. Au XIXe, rival laïque et scientifique de la charité chrétienne, avec l'émergence de la société industrielle, la philanthropie est au cœur de progrès décisifs dans l'histoire de notre pays. Caisse d'épargne, logement social, vaccination contre les maladies infectieuses. Et si elle a perdu de son influence au cours du XXe siècle, sous l'effet des guerres mondiales, la philanthropie revient en force dans les années 80, avec l'idée de financement et d'initiatives pour l'intérêt général et l'apparition des grandes fondations et des donateurs privés. Depuis les années 2000, la philanthropie en France s'organise, s'équipe, évolue. Elle est dynamique, inventive, elle revêt une multitude de réalités, elle joue un rôle de ciment, d'engagement social et sociétal pour la résilience d'une nation face aux défis contemporains. Et pour assurer la pérennité de l'engagement et encourager une générosité au quotidien, l'éthique, la transparence, la confiance, la responsabilité et des règles juridiques claires et stables sont des éléments majeurs. On a bien tous saisi que l'État ne peut tout et que l'intérêt général n'est plus du seul ressort de la puissance publique. En soutenant la philanthropie à la française, nous soutenons le meilleur de l'homme, le pluralisme, l'innovation qu'elle engendre et celle qui crée du lien social, qui contribue à rendre la société plus juste, plus égalitaire. Eh bien, parlons-en avec vos deux invités qu'on accueille sur Sud Radio. Naïma Moutchou, bonjour à vous. Bonjour. Vice-présidente de l'Assemblée nationale, et Wilfried Menet, bonjour à vous. Bonjour. Avocat spécialisé en droit des fondations et des associations. Vous êtes les invités de Muriel Réus. Alors Naïma, bonjour. Édouard Philippe, en son temps, vous a confié, alors Premier ministre, vous a confié une mission parlementaire sur l'encouragement de la philanthropie à la française. Alors, j'ai envie de vous demander pourquoi une mission parlementaire sur la philanthropie à la française et surtout qu'est-ce que ça veut dire une philanthropie à la française, même si j'ai essayé de l'expliquer dans mon édito. Oui, vous l'avez très bien dit. Alors pourquoi ? Parce que avec Édouard Philippe, nous avions conscience que la générosité, le don, c'est un ciment de la cohésion nationale. Voilà. Et à l'heure des fractures, à l'heure des ruptures, de la pauvreté, il y a des questions de misère aussi qui se posent dans notre pays. C'était important pour nous, comme responsables politiques, d'avancer sur le sujet et d'avancer avec la particularité, effectivement, de travailler sur une philanthropie à la française. Il s'agissait pas de dénaturer ce qu'est aujourd'hui cette philanthropie parce qu'elle est remarquable. C'est une philanthropie de proximité, de particuliers, de petits dons d'ailleurs souvent. Et elle permet à chacun de s'investir là où il a envie de s'investir. Voilà, c'est pas la philanthropie à l'américaine des multimillionnaires, c'est plutôt, j'ai envie de dire, une philanthropie du quotidien. Alors Wilfried, vous cumulez différentes fonctions, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes spécialiste en droit des associations, vous êtes aussi chargé d'enseignement et membre du Haut Conseil de la vie associative et du Conseil supérieur à l'économie sociale et solidaire, vous êtes aussi réserviste citoyen. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de coécrire ce code du mécénat, parce que vous êtes tous les deux co-auteurs du code du mécénat ?
Et en fait, c'était à l'issue de cette commission parlementaire dans laquelle j'étais un membre actif. Et j'en remercie d'ailleurs Naïma de m'avoir pris dans son équipe à l'époque. Et ben on s'est rendu compte, remontée de terrain, qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions sur où est-ce que je peux trouver la règle. On comprend pas, on a peur. Donc on s'est dit, tiens, comme préconisation, on l'avait écrite dans les nombreuses préconisations de ce rapport, de faire un recueil de textes. Et donc on a pu le faire sous la forme d'un code. Alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais bon, comme on est tous les deux juristes et avocats de formation, rédiger un code, c'est peut-être un rêve de juriste. Donc on l'a réalisé. J'essaie de me plonger dans le code. Alors évidemment, je l'ai pas lu de A à Z parce que c'est vraiment un code. C'est un gros pavé. Pour ceux qui veulent évidemment le lire, on le trouve d'ailleurs aux éditions Dalloz. C'est bien ça, on peut le commander. Et vous avez une particularité, c'est-à-dire que vous avez tous les deux cédé vos droits d'auteur à l'Institut de l'engagement qui a été créé en 2012 et qui est présidé par Martin Hirsch. Alors pourquoi vous avez... j'imagine que vous avez cédé vos droits d'auteur parce qu'on est dans l'engagement et on est dans le mécénat. Et pourquoi avoir choisi cet institut, Naïma ? Alors c'est vrai, ça nous a paru d'abord naturel de céder nos droits d'auteur. C'était l'occasion aussi de s'engager pour nous. C'est une idée de Wilfried, pour ne rien vous cacher, que j'ai trouvé, j'ai tout de suite topé. C'est simple en fait. Ce qu'on peut faire avec ce code du mécénat doit servir, doit resservir. Et il nous a paru important qu'il puisse servir à des jeunes qui s'engagent eux aussi et à qui on donne une autre chance de réussir dans la vie. Voilà, des jeunes de toutes origines sociales qui ont eu des difficultés, des obstacles aussi dans leur propre parcours. C'était important pour nous de donner la chance, de notre petit niveau avec nos petits moyens. Et donc c'était tout à fait cohérent qu'on s'engage dans cette voie. J'ai envie de rebondir sur l'engagement est-il le reflet de la société. Vous pensez quoi de l'engagement pour ces jeunes que vous venez d'évoquer? Est-ce que s'engager, c'est vouloir une société plus apaisée, faire une projection sur un modèle différent? Est-ce que c'est une réponse à une forme de paix sociale? Oui, quelque part, c'est aussi la recherche d'une forme de concorde dans la société. C'est quelque chose qui devrait être un réflexe en réalité. Donner de soi, d'ailleurs, c'est pas que de l'argent, donner du temps, contribuer autrement par ses compétences. C'est aussi quelque part chacun apporter sa pierre à l'édifice de la société. Voilà, dans un monde de plus en plus individualiste, c'est penser à l'autre. À travers les crises, on l'a vu d'ailleurs au lendemain de la Covid ou avec la guerre en Ukraine, beaucoup se sont mobilisés à titre individuel. Donc cet élan de générosité, il existe. Voilà, et nous, on veut être des facilitateurs. Oui, parce que Wilfried, il faut être des facilitateurs parce que franchement, la législation sur ce sujet est hyper compliquée. On le voit bien, dons, donations, legs, mécénat, mécène, association, fonds de dotation, définition de l'intérêt général, définition de l'intérêt public. Enfin, franchement, même moi qui suis à la tête d'une association, par moment, je m'y perds. Donc, est-ce que ce contexte est un des freins à l'engagement en France ? En partie, oui, c'est vrai que la législation qui est protéiforme, qui provient de textes différents, d'époques différentes, rédigés par des personnes avec des philosophies différentes, donne une impression d'incohérence et d'incompréhension pour le plus grand commun des mortels. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail, et c'était un des aspects aussi de ce rapport de la philanthropie à la française. Il faut simplifier, pas de manière simpliste, mais vraiment pour rendre encore la générosité encore plus facile à mettre en œuvre. Alors les axes d'amélioration, comme vous l'avez dit, intérêt général, utilité publique, utilité sociale, intérêt collectif. On est très fan en droit français de ces versions-là. Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Il faut définir clairement. Typiquement pour l'intérêt général, ce n'est défini que par l'administration fiscale. Est-ce que c'est normal que Bercy soit seul garant de l'intérêt général dans notre... Je pose la question, vous diriez quoi ? Non. Il faudrait que ce soit ça devrait être le travail des parlementaires en fait. Alors c'est un vrai sujet, parce que qu'est-ce que l'intérêt général dans un sens pas philosophique ni politique mais concret sur l'engagement et le mécénat, ça c'est un vrai sujet. Il y a un autre sujet aussi, c'est tout ce qui est fondation reconnue d'utilité publique ou association reconnue d'utilité publique qui sont sous la coupe du ministère de l'Intérieur et du Conseil d'État, et c'est très compliqué d'en créer et de les modifier. Donc là aussi il y aurait une simplification. Et puis 8 formes de fondations en droit français, avec des fondations qui sont très peu utilisées. C'est peu compréhensible pour le commun des mortels, et même pour les porteurs de projets, qui se posent des questions. Voilà. Et puis il y a des choses, c'est possible avec un fonds de dotation, c'est pas possible avec un fonds de dotation. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait une obligation de structuration très complexe pour faire des fois des opérations très simples. Donc là, ça va pas. Donc il va falloir faire du plaidoyer pour que les responsabilités soient différemment partagées. Puis alors, moi j'ai un peu envie de vous questionner sur ce qui se passe en ce moment et qui fait quand même un peu la une de l'actualité. La presse s'est fait l'écho de la gestion du fonds Marianne. Il y a une commission sénatoriale qui est en cours en ce moment, qui a démarré le 16 mai. En avril dernier, la préfecture de Paris a suspendu le fonds de dotation des mousquetaires
du patrimoine, dont la promesse était de sauver des châteaux en France. Alors apparemment la promesse a été tenue, mais l'interrogation sur l'utilisation des fonds est venue, et donc la préfecture a suspendu le fonds. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de la transparence, du contrôle dans les dons, du contrôle des fonds? Vous diriez quoi là-dessus? Ça fait d'ailleurs l'objet d'un chapitre important dans le Code. Je vais peut-être commencer par répondre. Alors déjà, pour le fonds Marianne, c'est des problématiques de fonds publics. D'accord. Le mécénat, c'est des fonds privés, donc c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais les fonds publics sont soumis à... Oui, bien sûr. Mais pour moi, le principe, c'est que ce qu'on exige du mécénat privé, il faut que l'État l'applique lui-même pour son argent public. D'accord. Donc, il y a déjà beaucoup de règles, il y a énormément de législation. Pour en revenir au fonds de dotation, il y a énormément de règles. On en rajoute, c'est un peu comme le droit pénal. Dès qu'il y a peut-être qu'avec l'affaire du fonds de dotation que vous évoquez, on va encore rajouter dans la législation pour faire croire que voilà. Mais déjà, il faudrait appliquer ce qui est déjà dans la loi. Et quand on l'applique, il faut avoir des ressources humaines. Je prends l'exemple de la plupart des préfectures qui surveillent les fonds de dotation. Vous avez généralement une personne par département qui s'occupe des fonds de dotation. Elles sont souvent très très impliquées, très motivées, mais voilà, elles peuvent pas tout contrôler. Mais pour quand même vous dire qu'il y a une tendance actuelle, chaque semaine il y a la publication de journal officiel et sur les 30-40 annonces qui concernent les fonds de dotation, vous avez à peu près la moitié, un tiers ou la moitié, qui concernent des suspensions de fonds de dotation comme celui que vous évoquez, parce que ces fonds de dotation ne donnent aucune information à la préfecture. Ils ne publient pas leurs comptes, ils ne donnent pas leur rapport d'activité. Au bout d'un moment, il y a une suspension. Donc il y a déjà une règle qui est efficiente puisqu'elle permet de suspendre, et quand un fonds est suspendu, il ne peut plus collecter de mécénat. Donc il y a une vigilance. Il y a une vigilance et il y a un travail accru des préfectures et de l'administration fiscale aussi, et aussi de la Cour et Chambre régionale des comptes, qui quand même regardent maintenant dans le détail le fonctionnement de ces fonds de dotation et de savoir si vraiment ils sont dans les clous de la législation. Alors Naïma, moi j'ai lu le rapport de la mission parlementaire. Je l'ai lu dans son intégralité et j'ai trouvé qu'il y avait des choses extrêmement intéressantes. Est-ce que vous êtes satisfaite, vous, de l'utilisation ou de l'application des préconisations que vous avez émises? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas en place et que vous aimeriez voir aujourd'hui en place? Alors, je suis partiellement satisfaite, donc partiellement insatisfaite. On a réussi à pousser un certain nombre de propositions, d'autres n'ont pas encore vu le jour. Alors, ça veut dire que j'essaie de voir le verre à moitié plein aussi, c'est-à-dire que ça avance, il y a des choses qui entrent dans l'atmosphère. Il y a un sujet en particulier sur lequel on a un peu plus de difficultés, c'est le cadre fiscal, évidemment, parce que quand on parle d'argent, quand on parle de déductibilité, il y a une ambiance autour du phénomène de générosité qui consiste à dire finalement en fait c'est de l'argent gagné parce qu'on donne mais en réalité on économise. Et moi je me bats beaucoup là-dessus, on se bat beaucoup là-dessus pour dire que, et ça c'est très important, quand on donne, en réalité, c'est un investissement. Voilà. Vous l'avez dit au début, l'État ne peut pas tout faire. Et quand on donne 1 euro, parfois, en réalité, derrière, on en collecte 4, 5, 6. Il y a des études de plus en plus qui existent en la matière qui montrent l'impact du don. Donc, j'aimerais qu'on puisse avancer sur le cadre fiscal, qu'il se stabilise. Mais il y a un autre sujet qui me tient à cœur, c'est l'éducation à la générosité. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'est perdu chez les plus petits, dans les familles, mais il y a une vraie question d'éducation, de revenir à ces notions, à ces valeurs d'altruisme. Voilà, regardez ce qui se passe chez le voisin, lui tendre la main quand on peut. Donc peut-être que l'école a un rôle à jouer. En tout cas, je pense qu'on peut par ce biais-là encourager dès le plus jeune âge la générosité pour que, comme je le dis, ça devienne un réflexe dans la vie. Alors, si on parlait un tout petit peu de l'international, Wilfried, qu'est-ce que vous diriez, vous, du mécénat à l'international, de l'encadrement, de la façon dont il existe? On parle beaucoup des États-Unis sur la philanthropie. Pour beaucoup, c'est un modèle. Est-ce que ça en est réellement un? Alors, j'ai une phrase un peu toute faite pour ce genre de questions, c'est comparaison n'est pas raison. Et puis surtout, l'exemple américain est pas forcément le plus adapté. On l'avait vu dans le cadre de cette mission parlementaire. C'est tout un contexte. J'avais organisé un dossier dans une revue de Dallos qui s'appelle Juris Association sur le mécénat à l'Europe, au niveau de l'Europe. Et j'ai été effaré de voir que, par exemple, chez nos amis britanniques, que je pensais être une vision très libérale, et en fait, c'est très, très, très encadré. Pour pouvoir collecter du mécénat, il faut être reconnu comme étant une charity, et si on l'est pas, on peut pas collecter de mécénat. Enfin, c'est beaucoup moins libéral, beaucoup moins basé sur la confiance que n'est notre système. Aux États-Unis, certes, il y a des grands mécènes, il y a des choses qui sont incroyables, il y a des choses aussi qui sont très exagérées, mais surtout le mécénat là-bas, la philanthropie, c'est pour aussi compenser un manque de soutien social. Leur système social n'est pas le nôtre. Donc en fait, c'est une nécessité que le mécénat existe. Sinon, c'est encore
situation encore plus précaire pour le plus grand nombre. Donc c'est pour ça que c'est difficile de comparer. Notre système, il est intéressant. J'ai envie de dire, il est très à la française, c'est-à-dire qu'il est ni nordiste, ni sudiste, ni continental, ni atlantiste. Il est français, c'est-à-dire c'est un peu une synthèse de plein de choses. Et il y a des défauts, il y a des choses qui sont encore un peu archaïques, qu'on pourrait améliorer. Mais je pense qu'il faut se baser sur nos valeurs, sur notre système pour l'améliorer et pas trop regarder ce que font les autres. C'est toujours dangereux, je pense, de le faire au niveau de la législation. Donc pas de modèle à l'international, un modèle français à améliorer. On arrive au terme de cette conversation. Donc j'aimerais que vous me disiez quels sont vos souhaits dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux? Sur quoi vous pourriez agir, Naïma? Comment embarquer avec vous d'autres politiques sur ce sujet? Moi, je plaide pour que cette question de l'engagement et de la générosité devienne la grande cause du quinquennat, d'un futur quinquennat. Oui. J'aimerais que ce soit au top des priorités. Je pense que alors pour le coup, c'est l'intérêt général. Et donc, si on pouvait l'afficher de telle manière à ce qu'on en fasse une vraie politique publique et pas uniquement un point transversal au cours de conversation, je pense que ce serait une vraie avancée. En ce qui me concerne, moi, je prépare un texte, une proposition de loi sur le sujet, justement pour que peut-être que les dispositifs que j'ai proposés dans le cadre de cette mission puissent être intégrés autrement. Donc, je continue à plaider auprès de mes collègues pour qu'on avance d'un point de vue législatif. Un ministre ou une ministre de l'engagement? Il faudrait qu'il y en ait un ou une, oui. Et bien, ce sera un signe fort, oui. Sur cette recommandation à notre président, nous allons conclure cette conversation. Je vous remercie vraiment tous les deux pour ce partage. Et je rappelle, Naïma Mouchou, que vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et Wilfried Menet, vous êtes avocat spécialisé en droit des fondations et des associations. Merci à l'un comme à l'autre. Merci à vous, Muriel. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de La Force de l'Engagement. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.